Et salut à toi, je suis Teddy Guyot, un auteur-réalisateur de 33 ans. Entre rêve, espoir, impatience, authenticité et quelquefois difficulté, tristesse, doute, je reviens sur mes 13 années de création avec les différents grands acteurs et techniciens qui ont marqué cette période-là. Une période d'innocence qui aujourd'hui a forgé la personne que je suis. Donc je suis ravi de partager ça avec toi et je te laisse entrer dans le journal intime d'un artiste borné. Et bonjour et bienvenue sur le podcast Journal intime d'un artiste borné. Et cette semaine, comme c'est le cas depuis 2 semaines, je retrace avec vous le parcours que j'ai eu avec le projet The Gift de sa genèse en 2012, sa première version, Charm Resolution, de 2012 à 2014. Puis au premier reshoot, la semaine dernière on a plutôt évoqué ça, les premiers reshoots de 2015, puis les reshoots de 2016, le changement de titre vers The Gift, puis finalement les conséquences que le projet a sur mes autres projets avec le projet OPS en 2019 et le fait que la responsabilité de devoir terminer le projet me bloquait sur la participation de la création de nouveaux projets et comment le projet The Gift est toujours un petit peu sur mes épaules constamment, les premiers signes de fatigue émotionnelle liés à ça. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour continuer ce petit parcours dans le passé. Cette fois, on va reprendre en 2020. Mais avant tout ça, j'aimerais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de renommer Charmed Resolution The Gift. L'anglais The Gift mélange un peu le cadeau et le don. Et j'aimais bien le mélange des deux. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'opter pour un titre en anglais et non pas un titre en français. Et aussi parce que Charmed Resolution, pour moi, ça sonnait un petit peu cheap, un peu parodique, et c'était plus trop l'esprit que j'avais envie de donner. Donc pour reprendre notre parcours, je vous disais que la responsabilité de terminer The Gift me pesait beaucoup sur les épaules en 2019, et ça avait conduit à une attitude un peu détachée vis-à-vis du projet OPS. Il faut savoir aussi autre chose, c'est que ce sont des projets complètement amateurs, et par amateur, je veux dire qu'on n'est pas payé pour les faire. Comment s'estimer être un réalisateur quand on n'a pas la reconnaissance qui va avec ? C'est un peu le questionnement que j'avais à l'époque et que j'ai toujours d'ailleurs, parce que encore aujourd'hui je gagne pas ma vie en étant réalisateur, bien que je continue à faire des projets et que je pense que je les fais de manière plus professionnelle, ça reste quand même pas quelque chose qui me fait gagner ma vie. J'aimerais bien, mais c'est pas le cas. Donc là, je me retrouve dans une situation où c'est bien d'avoir des ambitions, c'est bien de créer des projets comme ça, mais la réalité de la vie, elle est là. Il faut gagner de l'argent, il faut avoir des revenus. Je pensais tellement faire de ça de ma vie, en fait, de la réalisation, que j'ai fait un emprunt pour continuer mes études. Ça m'a aidé aussi à financer une partie de ce projet-là. Et en fait, cet emprunt-là, aujourd'hui, il me pèse encore sur les épaules puisque je continue à le rembourser. Et à l'époque 2018-2019, c'était très, très compliqué pour moi parce qu'il fallait que je rembourse des grandes mensualités et j'avais pas du tout les revenus pour ça puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai arrêté mes études en 2016. Et finalement, se trouvait la problématique à partir de 2018 il faut que je gagne ma vie, en fait. Ces projets me font pas gagner d'argent, ça reste de l'amateur, certes ça me prend énormément de temps, mais je gagne pas d'argent avec. Donc en 2018, j'ai commencé à travailler au Futuroscope pour gagner de l'argent, pour me restabiliser et aussi parce que mes projets me rapportent pas. Donc c'était une problématique qui commençait à peser parce que ça prenait énormément de temps. J'étais en relation, je consacrais ma vie à des projets qui ne m'apportaient pas de retour sur investissement en fait. Le regard des autres sur ça, c'est assez difficile et notamment des proches et notamment quand on est avec quelqu'un et puis que cette personne-là a du mal à voir où est-ce qu'on veut aller et pourquoi on s'entête et pourquoi on fait passer sa vie après un projet qui a déjà trop duré. C'est difficile de lui dire en fait je vais m'engager dans un nouveau projet qui va encore plus être chronophage et qui va retarder celui qui traîne déjà depuis des années. Donc je pense que tout ça mélangé, toute cette culpabilité-là, elle nageait dans ma tête et en 2019, j'ai terminé les pré-montages, la version la plus cauchemardesque de The Gift. C'est-à-dire que c'était la version qui incluait toutes les séquences que j'avais ajoutées en 2017. Ça faisait des épisodes, donc c'était toujours à peu près la même structure que Charmed Resolution. Donc c'était toujours sur 2 saisons et un film. Mais cette fois, la 2e saison, les épisodes duraient plus d'1 heure tous. Ils mélangeaient plusieurs temporalités. Il y avait tous les personnages toutes leurs thématiques étaient mélangées. Enfin, c'était imbuvable.
Vraiment, je crois que le terme exact, c'est imbuvable. Les épisodes étaient beaucoup trop longs, beaucoup trop denses, avec beaucoup trop de personnages ça partait dans tous les sens. Forcément, c'était pas pensé pour être écrit comme ça. Et déjà, les épisodes de la saison 2, si vous vous rappelez bien, quand je vous ai expliqué comment s'est passé le tournage de 2014, déjà, les épisodes étaient déjà pas maîtrisés à l'époque. Il y avait déjà beaucoup de contenu, c'était déjà des épisodes très longs, il y avait une idée de finir en apothéose. C'était déjà beaucoup trop dense. Donc, ajouter des scènes avec des personnages, parce qu'il y avait l'idée que Pandore devait apparaître que dans la saison 1 à la base. Jusque-là, ça marchait parce que les épisodes de la saison 1 étaient calmes. Mais quand j'ai écrit Les Souverains, j'avais envie de redonner d'autres flashbacks à Pandore pour qu'on puisse continuer à avoir ce personnage que j'aimais. En fait, j'aimais ces personnages avec Atrahasis, j'avais envie qu'on continue à les suivre. Et en même temps, j'avais envie de développer le personnage de Nyx et donc tout son passé, tout son background. Aujourd'hui, vous les avez dans les épisodes de la saison 2. C'est les 4 premiers épisodes de la saison 2. C'est Les Souverains, Atrahasis, Pandore et la fin du voyage. C'est ces 4 épisodes qui étaient mixés à tous les épisodes de la saison 1 et de la saison 2. Ça nous faisait des épisodes rallonges, on comprenait rien. Enfin, c'était beaucoup trop long et je me souviens l'avoir montré à une collègue du Futuroscope qui faisait de la réalisation de son côté, qui faisait de la direction d'acteur, qui était plutôt comédienne. Elle revient et puis elle me dit, mais Teddy, en fait, autant la première saison ça allait, j'ai compris où tu voulais aller, autant celle-là, je ne comprends pas. Enfin, vraiment, il a fallu bien que j'admette que c'était un échec de vouloir faire des reshoots sur la structure qu'il y avait de base. L'année 2020 commence comme ça. J'avais commencé à refaire une nouvelle diffusion des épisodes de la saison 1, donc la nouvelle version. C'était pas une version définitive, les épisodes étaient un petit peu longs. Je m'étais arrêté à l'épisode 9 de la saison 1, donc il y avait l'épisode 10 et 11 qui n'étaient pas sortis. Et en plus de ça, ça traînait avec les montages son parce que la quantité de travail était énorme et Florian, qui faisait le montage son, lui, il faisait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait. C'est-à-dire, pas beaucoup de temps, il fallait que je valide pas beaucoup de choses, j'étais pas forcément très clair. Et puis il était aussi engagé sur OPS. On était sous l'eau dans tous les domaines. Et en plus, mon ordinateur, à l'époque, le Mac que j'avais acheté en 2013, avait un problème technique, donc j'avais plus d'ordinateur. J'avais envie de partir en Écosse. J'avais un peu ce truc de je peux plus. Il faudrait que je retourne plein de trucs. J'en ai pas la force. J'étais prêt à abandonner le navire. Et la crise du Covid arrive. On se retrouve enfermé dans notre maison de campagne et je contacte très rapidement Ombéline et donc je lui dis écoute, je sais que dans ta situation elle était partie sur Nantes, je lui dis écoute, je sais que t'as pas un endroit très grand, on va être enfermé pendant un certain temps, prends tes affaires et viens à la maison, on a plusieurs chambres, tu pourras au moins avoir plus d'espace. Et puis le confinement arrive et comme on le sait tous, ça a duré plus longtemps que ce qui était prévu. Nous, on le savait déjà. Enfin, moi, je sais que mon petit frère m'avait dit que de toute façon, ça durerait au minimum un mois. J'explique ma situation à Ombéline. Je lui ai dit, voilà, là, j'en peux plus. Enfin, clairement, ça n'a ni queue ni tête, ça ne fonctionne pas, il n'y a rien qui fonctionne. Et c'est elle qui me commence à me dire, écoute, Teddy, je suis là, tu es là. Pourquoi on n'essaye pas de faire une deuxième saison, effacer ce qui marche pas, et puis simplement avoir une espèce de reboot qui permettrait d'arriver jusqu'à la fin. Et puis, au moins, tu pourrais avoir 2 saisons qui tiennent la route, et puis oublier ce projet et passer à autre chose. Elle voulait vraiment que je passe à autre chose. Je pense que les comédiens, ils sentaient que ça me pesait vraiment sur les épaules. Moi, l'engagement financier et émotionnel de tout le monde, pour lequel je suis reconnaissant aujourd'hui, à l'époque, il me pesait parce que j'avais l'impression de leur devoir un résultat. Je dis Ok, j'ai réécrit ça. Donc encore une fois, je réimprovise avec les données que j'ai. J'ai Ombéline qui joue Kristen, j'ai mon personnage qui est là, j'ai des scènes que j'ai envie de garder, des intrigues que j'ai envie de garder. Donc j'écris. À la version de 2020, c'était vraiment on épure à balle et on garde que ce qui est bien. On commence à tourner. On tourne pendant le confinement, ça nous occupe, sachant que c'est Benoît, donc mon ex-conjoint qui était aussi réalisateur de films, mais lui plutôt dans l'animalier, mais qui m'avait quand même suivi sur pas mal des tournages. Là, il faisait tout, clairement, il faisait tout, sauf le son qui était fait par Trépied, qui tenait clairement le micro. Donc c'était vraiment la rage totale, ces tournages. Mais ça nous a permis de tourner énormément de scènes qui aujourd'hui sont la saison 3. Enfin voilà, tout était réécrit, j'avais complètement réécrit l'histoire, Delia ne mourrait plus. Il y avait vraiment une idée de on efface ce qu'on n'a pas réussi, et puis on se focalise que sur ce qui est bien, et puis tant pis si ça efface la moitié des gens qui sont importants. William nous rejoint pendant ce confinement, qui était prévu pour des scènes au téléphone deviennent des scènes en live, il se tourne quelques petites scènes, et puis Ombéline me demande de lui filmer un court-métrage pour elle qui s'appelle L'Appel, un bon court-métrage je trouve, auquel je joue un petit peu aussi. Notre confinement on l'a pas vu passer parce qu'on a clairement tourné tout le temps, et ça nous a permis de faire un peu un deuil. Moi j'avais un peu un manque pour ce qui avait été tourné parce que ça voulait dire effacer beaucoup de choses vis-à-vis des autres comédiens, et donc j'ai demandé à tout le monde de revenir pour un dernier tournage en 2020, en septembre 2020. Cette fois je lui demande de venir pour
un peu clôturer toutes les intrigues et puis fêter la vraie fin de tournage, parce que là, c'est hors de question que je refasse une nouvelle structure et tout ça. Le tournage se passe, c'est un très très bon souvenir ce tournage. J'ai de nouveau tourné avec Adrien et William, qui étaient donc mes 2 frères depuis le début, mais cette fois on a tourné tous les 3 et ça faisait depuis 2014 que c'était pas arrivé, donc ça faisait bizarre. On a même retourné avec Anthony qui joue Vassia. Ça a été bizarre de se retrouver tous à rejouer ces personnages quasiment 6 ans après la dernière fois on a tous joué ensemble. Il s'est passé quelque chose pendant le confinement. Malheureusement, on a perdu Véro, qui est décédé indirectement à cause de cette crise-là. Et l'épisode où apparaissait Véro avait été effacé. Il était hors de question pour moi d'effacer cet épisode. Même si on avait tourné des autres choses et que l'histoire tenait la route avec cette nouvelle monture, j'avais décidé que quand même je sortirais les épisodes qui manquaient. Il y avait quelque chose qui fonctionnait pas dans l'idée d'effacer les choses. Bien sûr, on en avait besoin. C'était une très bonne idée d'Ombelline d'adapter, de garder que le bon et puis de ne pas s'accrocher à ce qui fonctionnait pas. Mais la perte de Véro a fait que pour moi c'était impossible de ne pas sortir l'épisode où elle jouait dedans. Donc il était question à un moment donné de faire donc 2 saisons et un spin-off dans lequel j'allais pouvoir sortir les épisodes un peu annexes, puis faire l'épisode avec les dieux, l'épisode avec Peter Pan, enfin voilà, c'est des petits épisodes qui marchaient en soi tout seuls, en enlevant tous les éléments des histoires qui duraient sur plusieurs épisodes, et ça a fait une espèce de spin-off qui se rappelait The Gift Stories. Je pars à Édimbourg avec Benoît, non pas sans mal, et puis on trouve un appartement et on se retrouve coincé dans un lockdown, donc un confinement assez fort à partir du mois de janvier. Et donc rebelote, on se retrouve enfermé et moi je continue à faire du montage. Et à cette période-là, on sort enfin les 2 derniers épisodes de la saison 1, donc c'est la fin de la saison 1 pour moi. Et pas de retour. Personne ne regarde ces épisodes. Et c'était totalement logique, le projet avait tellement traîné, les gens avaient tellement vu les épisodes en morceaux. J'avais un petit peu de retour de William à l'époque et de Ombelline, mais j'avais pas de retour de ma famille, j'avais pas le retour de ma mère, j'avais pas de retour des gens qui étaient importants pour moi au-delà de Ombelline et William. À ce moment-là, je me suis senti extrêmement seul. Même Benoît n'avait pas regardé la série et en fait je savais pas où aller. Enfin clairement j'avais plein d'épisodes qui manquaient. J'avais l'impression que la fin de la série ne tenait pas la route parce qu'il y avait plein de choses qui étaient pas cohérentes, parce que la fin de la série c'était le film que j'avais prévu et le film on l'avait tourné en 2014 donc il avait bien vieilli. Devant mon désespoir, Benoît a gentiment décidé de regarder l'intégralité du projet tel que je l'avais pensé à ce moment-là. Donc il a tout visionné, pris des notes et il s'est bien rendu compte qu'il manquait des choses. Encore. Il se trouve qu'on avait la chance d'être en confinement, mais de connaître quelqu'un qui filmait. Aujourd'hui, je suis très reconnaissant de la situation dans laquelle j'étais, parce que ça fait partie des scènes que je préfère de la série. Le personnage d'Apollon était encore là, je pouvais en tirer quelque chose, puisqu'on avait écrit l'histoire de la cloche. Donc j'ai dit, bon, on va dire qu'Apollon sort de la cloche, il arrive à Édimbourg, on va construire une histoire autour d'Apollon, et on va construire une histoire autour du président, qui était le personnage de Benoît. On a ce personnage-là, il y a moi qui joue 2 personnages. Faisons des scènes complémentaires. J'ai proposé un rôle à Juliane, qui était notre ami qui avait la caméra. Donc lui, il a pu jouer le rôle du démon qui protège le président. Et puis on a tourné des scènes. On a tourné des scènes sur Édimbourg. C'est incroyable de se dire que le petit projet Charm Resolution sur Poitiers s'exportait à Édimbourg de manière complètement imprévue. La scène où mon personnage marche dans les rues d'Édimbourg, ce sont des rues qui quand même sont en hyper-centre et qui, en dehors du lockdown, en dehors du confinement, sont blindées de touristes H24. Donc là, il y avait personne parce que forcément, il y avait que les habitants d'Édimbourg. Donc on s'est retrouvé à filmer à la volée des images qui aujourd'hui encore sont partie des plus jolies, avec du matériel qui nous permet d'avoir une image stabilisée. J'ai écrit les dernières séquences qui sont pour moi des séquences qui permettent d'unifier les choses. Je décide enfin de réhabiliter les épisodes qui manquaient. Alors je sais pas si je l'ai décidé tout de suite, mais en tout cas c'était pour moi évident que l'histoire allait reprendre son cours. Puis finalement on peut pas vivre à Édimbourg, donc on rentre. Moi, je complète les tournages de mes reshoots, donc des scènes d'Apollon sur fond vert. Vassia fait une journée complète de tournage. Pareil, Florian va jouer des scènes complémentaires d'Atrasis en Locagos pour pouvoir justifier pas mal de choses. Enfin, là, c'est les derniers tournages qui sont des reshoots très rapides pour permettre la fin du projet. Et on est en 2021-2022. Plutôt 2021, on a tourné tout ce qui était Édimbourg. 2022, j'ai une discussion avec Ombelline, une discussion qui marque un gros tournant. Je suis encore très, très angoissé par rapport à mon projet. Il me prend énormément de temps et d'énergie. J'envisage de refaire des reshoots, j'envisage de refaire des scènes. J'ai tourné rapidement un court-métrage parce que je suis pas bien dans mon travail. J'ai dû trouver un travail alimentaire qui me convient pas du tout. Du service clientèle, ça me convenait pas du tout. D'où vient Le Déclic d'ailleurs, le film Le Déclic que vous pouvez trouver sur ma page YouTube. Je sais pas comment faire pour que tout tienne la route. Et Ombelline m'était dit peut-être qu'il est temps d'accepter les choses telles qu'elles sont et en fait juste les sortir telles qu'elles sont. Chaque épisode tel qu'il est. Et ça fait un déclic. Ça me fait un déclic énorme où je me dis, oui, elle a raison. En fait, ça sert à rien d'essayer de corriger ce qu'on a été. Ça existe et il faut faire avec.
Et là, pour la première fois, je commence à monter les épisodes sans avoir envie de les modifier, sans avoir envie de corriger ce qui avait été fait. J'accepte la façon dont c'est fait. C'est pas parfait. Je vais pas tout redoubler comme j'ai fait dans la saison 1. Là, j'ai décidé de faire les choses au fur et à mesure et juste d'accepter comment c'est fait. Et là s'entame la plus grosse période de montage de toute ma vie. Quand j'ai mon contrat qui s'est terminé, on a déménagé à Guéret, j'étais H24 sur le montage, je vivais montage, je dormais plus, ou quasiment pas. Je faisais que du montage, des effets spéciaux, du montage, des effets spéciaux, je montais les images, j'avançais sur les épisodes, j'avançais, et en fait je voyais le bout, parce que malgré le fait que j'ai dû changer de vie, que j'ai dû revivre seul et tout ça, en fait, le projet The Gift continuait à me suivre, certes, mais j'avançais. La structure en 4 saisons est arrivée à ce moment-là. J'ai même hésité à faire une 5e saison dans le sens où je trouve que la saison 2 est un peu longue. J'ai hésité à la couper en 2. Puis en fait, je me suis dit, non, elle existe comme elle existe. C'est tout. La série existe avec une saison 2 longue. Et c'est pas grave. On arrive à 2023. Le son, je sais que c'est moi qui vais devoir le faire. J'ai réussi à persuader Florian de me faire un tas de musique. Pendant un mois, il a fait une tonne de musique incroyable. Ils font encore partie des thèmes que j'adore. Lui, il me donne tous ces thèmes et il me dit, voilà, avec ça, tu peux essayer de faire un maximum ton boulot. Puis j'avance. En 2023, tous les matins, je me lève plus tôt avant d'aller travailler au Futuroscope et je fais du montage. Je vois que ça. Autant le montage image, j'adore ça. Autant les effets spéciaux, ça passe. Autant le montage son, je déteste ça. Donc faire du montage son, c'est un calvaire pour moi. Et si vous appréciez pas le montage son sur les saisons 2, 3, 4, c'est normal, c'est moi qui l'ai fait. J'avance quand même. C'est pas grave. C'est pas parfait, mais c'est pas grave. Je décide de sortir la série à plusieurs dates clés. La première partie de la saison 2, je la sors en juin 2023. Première fois que je sors 7 épisodes d'un coup. Puis en juillet 2023, fin de la saison 2. Pour la première fois de ma vie, je me débarrasse de la saison 2 qui avait commencé son tournage en 2014. Je fais enfin un point final sur ça. Puis, début août, 3 épisodes de la saison 3, puis les 4 derniers. Ou inversement, je crois. Je crois que j'ai sorti 4 premiers, puis après les 3 derniers. Puis je sors en septembre 2023, je sors le premier épisode de la saison 4. Et je finis par sortir l'intégralité de la saison 4 début décembre, je crois. Fin 2023, toute la série est sortie. J'ai du mal à réaliser à quel point c'est tout ce chemin que j'ai traversé, toutes ces épreuves, tous ces doutes, toutes ces remises en question, tous ces sacrifices aussi. C'était du temps sacrifié, du temps mental, du temps que j'ai pas accordé à ma vie. Mais mon rêve d'enfance aboutit, il sort. Il est présent maintenant depuis 2 ans sur Internet. C'est pas un succès incroyable, ça reste quelque chose d'assez inconnu. Mais pour moi, c'est le bilan de 11 ans d'investissement mental, émotionnel, créatif, sur un projet qui m'a appris tellement de choses. Ce projet, il m'a aidé à développer mes capacités de discipline, mes capacités créatives, mon improvisation sur le moment. J'ai dû affronter plein de problématiques bien différentes. J'ai eu des tournages incroyables, j'ai eu des rencontres incroyables grâce à ce projet. Des centaines de bénévoles qui sont intervenus de près ou de loin dans cette aventure. Et aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi tu t'es borné à créer ce projet de A à Z et tu n'as jamais lâché en fait ? Pourquoi ? La réponse, je ne l'ai pas encore totalement. Mais fin 2024, le Nikon Film Festival propose un nouveau format, un format série. Je me dis, c'est quand même le format que je maîtrise le mieux. Ça fait 11 ans que je suis sur ça, j'ai déjà essuyé pas mal de problèmes. Je crée Afterlife en 4 mois. Afterlife qui va devenir un court-métrage, mon dernier court-métrage à ce jour. Pourquoi j'ai traversé autant de difficultés ? Parce que ça m'a forgé en tant qu'artiste. Et Afterlife, c'est un peu le bébé spirituel de The Gift. Les relations que j'ai tracées avec ce projet, c'est des relations profondes. J'aurais jamais eu autant d'amitié forte si j'avais pas tenu le coup et si j'avais pas insisté sur ce projet. Peut-être que j'aurais perdu de vue plein de gens. Finalement, je continue à avoir un lien émotionnel assez fort avec eux. Aujourd'hui, là, je me présente à vous pour vous partager mon expérience, finalement, de ce projet. Un peu le bilan, 2 ans et demi après la fin de ces années de galère. Et c'est incroyable. C'est incroyable de se dire que le projet que j'avais quand j'étais petit, de faire un projet de série avec les gens que j'aime, avec ma famille, toute ma famille apparaît dans ce projet. Il a eu lieu et il s'est mis en place et je l'ai tenu et j'ai réalisé mon rêve de gosse. Alors oui, c'est pas parfait, oui, c'est pas professionnel et oui, ça m'a pas rapporté de l'argent. Clairement,
Peut-être que j'aurais mieux fait de laisser Charm Resolution comme c'était après 2014, peut-être le sortir, et peut-être qu'aujourd'hui je serai réalisateur professionnel, mais peut-être que je réaliserai jamais un autre projet comme Pandore par exemple, bourré d'effets spéciaux, bourré d'action. Alors je me le souhaite d'avoir l'occasion de refaire ça, parce que c'était incroyable et c'était très très cool, et je me souhaite de me donner les moyens de le faire, mais reste que jamais je regretterai d'avoir pris le temps de finir ce projet, de finir The Gift. Jamais je pourrais regretter d'avoir fait The Gift, parce que The Gift est un témoin de l'artiste que j'étais à cette période de ma vie. En fait, c'est le témoignage de ma vingtaine, clairement, parce que quand on commence un projet en 2012 et qu'on le termine en 2023, c'est 11 ans de ma vie. J'ai commencé en 2012, j'avais 20 ans, j'ai terminé, j'avais 31 ans. Donc en fait, c'est le témoignage de ma vingtaine. On n'en a qu'une seule de vingtaine. Personne ne peut affirmer avoir eu un projet qui témoigne de tous ces changements-là dans sa vie. Et j'en suis très reconnaissant d'avoir été entouré, d'avoir eu le soutien et d'avoir eu peut-être quelquefois des difficultés. Mais aujourd'hui, les difficultés, on les oublie. L'investissement, il est incroyable dans ce projet pour tout le monde. Et je pense que même si je me professionnalise, je n'aurai jamais autant d'investissement que celui que j'ai eu, qui était complètement bénévole, de toutes les personnes qui sont venues ici. Et à qui je dis merci infiniment. Parce qu'il faut le reconnaître, grâce à eux, mon rêve d'enfant, il a été réalisé. Après cette longue introduction, parce que ça a duré plusieurs semaines, où je vous ai résumé tout mon vécu par rapport à ce projet, eh bien, mon but maintenant, ça va être de retourner voir les membres de ce casting que j'ai eu autour de moi, les gens qui m'ont accompagné ces 11 années de travail, et de revoir avec eux certains épisodes. On va retracer chaque épisode avec les comédiens, et également faire le bilan ensemble de cette expérience, de ce vécu, de ce moment de vie, de cette expérience d'étudiant de licence 2 art du spectacle à ce projet qui met en scène beaucoup d'intimes de moi et beaucoup de mes relations. Je commence donc un voyage pour aller voir ces personnes-là qui sont chères à mon cœur et qui le seront toujours et qui ont incarné des personnages qui sont très importants pour moi. Ce road trip commence. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le premier entretien de cette longue série qui, j'espère, vous accompagnera. En attendant, je vous conseille vivement, si vous êtes intéressé par les projets amateurs et que vous êtes intéressé par mon travail et ce projet dont je parle depuis 4 semaines, je vous invite fortement à me rejoindre sur les mondes de TED sur YouTube, donc là où vous pouvez trouver l'intégrale de la série, donc des 40 épisodes. Sinon, vous pouvez me suivre aussi sur les mondes de TED sur Instagram, puisque sur Instagram, je continue à publier régulièrement des petites nouvelles et je continue à développer mon art et ma manière d'écrire des personnages. J'espère un jour en vivre parce que, comme je l'ai dit, je suis un artiste borné. Merci pour votre écoute. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et cette fois, je ne serai pas seul. Très bonne semaine à vous tous et à la semaine prochaine. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Journal intime d'un artiste borné. Si mon travail vous intéresse et que vous souhaitez en apprendre plus sur mes nouveaux projets, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Les Mondes de TED et également me suivre sur Instagram sur Les Mondes de TED. La musique qui nous accompagne dans cet épisode a été composée par Florian Jacob. Et le montage et l'écriture, la réalisation par moi-même, Teddy Guyot. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.